Voyager en Crète, c'est partir à la découverte de l'une des plus anciennes civilisations d'Europe. C'est profiter de centaines de plages qui s'allongent le long d'une mer azur. En remontant le long de son littoral tourmenté, nous découvrons des plateaux nichés au cœur des montagnes. La Crète est comme un jardin posé au cœur de la Méditerranée. Ces villes côtières, héritières d'un passé millénaire, sont vivantes et colorées. Au fil de l'histoire, la Crète s'est enrichie des différentes cultures grecques et vénitiennes, musulmanes et orthodoxes, de la mosquée rose au monastère perdu dans les montagnes. Évadez-vous pour un voyage inoubliable dans ce berceau de la Méditerranée. La Crète est située au sud de la Grèce continentale. La première partie de notre voyage nous fera découvrir le littoral nord, de la plage de Balos à la ville d'Agios Nikolaos. Première étape, la Canée et la presqu'île d'Akrotiri. La Canée, aussi appelée Rania, est sans conteste la plus belle ville de Crète. En arrivant dans le port, impossible de manquer la mosquée des Janissaires et ses 8 coupoles roses tendres. Elle a été construite au XVIIe siècle et c'est la plus ancienne de Crète. La mosquée sert aujourd'hui de galerie d'art. Le port vénitien date du XIVe siècle et en se promenant sur les quais, le long de ces maisons colorées, on pourrait se croire à Capri ou sur les îles de la lagune de Venise. L'entrée du port est gardée par le Revellino del Porto, une forteresse construite en 1629. Les Vénitiens y avaient installé une caserne pour défendre la ville et la Crète, la perle de leur empire maritime. Peine perdue, car 16 ans après sa construction, la forteresse fut prise par les Ottomans. Le centre historique, aussi appelé quartier juif, est resté très préservé. En remontant depuis les quais, on se perd dans un labyrinthe d'étroites ruelles ombragées, bordées de maisons roses et jaunes. La Canée est d'architecture vénitienne, mais son cœur est crétois. Comme en témoigne l'atmosphère de ses rues, avec ses tavernes et ses balcons fleuris d'azalées fuchsia. Sur les hauteurs de la Canée, un endroit cher au cœur des Grecs, la tombe du père de la nation, Elefthérios Venizelos. Indépendantiste farouche et artisan du rattachement de la Crète à la Grèce. Premier dirigeant démocratiquement élu de la Grèce moderne en 1910, il mourut en exil à Paris en 1936. Dans le parc, une petite église accueille les Crétois venus faire baptiser leurs enfants dans ce lieu hautement symbolique. Nichée à 230 mètres d'altitude, la cité antique d'Aptera domine la baie d'Akrotiri. Ses fondations remontent à l'époque pré-hellénistique, mais c'est lors de l'époque romaine, au 5e siècle avant Jésus-Christ, que la cité prit son essor. Aptera était une base militaire importante et les immenses citernes de la taille d'une cathédrale permettaient de tenir des mois de siège. La ville avait son propre théâtre, qui mesure 50 mètres de long.
Malheureusement, la plupart des pierres furent emportées par les habitants de la région pour bâtir leurs maisons. Au nord-ouest de la Canée, la presqu'île d'Akrotiri est connue des cinéphiles, car c'est là que fut tournée la fameuse scène du Sirtaki du film Zorba le Grec. Ces falaises découvrent de petites criques perdues. La plus connue est celle de Seitan Limani, l'une des seules accessibles à pied. Une fois sur la plage, impossible de résister à l'appel de la mer et de piquer une tête dans l'onde azur. Les plus courageux gravissent les pentes abruptes d'un chenal naturel qui se faufile entre les rochers. Plus au sud, la station balnéaire de Marathi baigne dans une atmosphère totalement différente. De plages en eau peu profonde s'allongent le long d'un petit port naturel. Marathi est le rendez-vous des habitants de la Canée venus passer un week-end en famille. Le temps de se ressourcer avant de partir à la découverte de l'un des plus beaux monastères de Crète, situé sur les hauteurs d'Akrotiri. Le monastère d'Agia Triada est magnifique. Il a été édifié par des moines vénitiens au XVIIe siècle. Ils se sont inspirés du style byzantin du XIIIe siècle pour créer un sanctuaire unique. Il est orné de dorures et d'icônes précieuses. Partiellement détruit par les Ottomans lors du soulèvement crétois de 1821, il a été ensuite complètement restauré. Au sommet de l'église, un petit escalier mène à une terrasse qui permet d'avoir une vue d'ensemble du complexe monastique. La visite se poursuit autour de la cour intérieure à travers un dédale de passages voûtés et de colonnades. Les moines vivent toujours dans ces murs et ils cultivent les oliveraies des environs. Depuis la Canée, on peut s'embarquer pour une excursion paradisiaque tout à l'ouest de la Crète. Inondée de soleil, l'île de Gramvousa se détache au centre d'un lagon azur. La plage borde une petite baie à l'eau transparente. On se croirait dans les Caraïbes. L'endroit n'est accessible qu'en bateau et la plupart des touristes sont venus en ferry. Il ne reste ici que quelques heures. Mais cela n'empêche pas les plus téméraires de monter à l'assaut de la forteresse perchée au sommet de l'île. L'endroit parfait pour avoir une vue imprenable sur la baie. Il est midi et les plaisanciers se sont donné rendez-vous de l'autre côté du lagon, sur la mythique plage de Balos. Balos et Gramvousa font partie d'un parc naturel protégé. Balos doit sa renommée à son immense lagon à l'eau peu profonde. Et peu importe si certains jours, les bourrasques de vent font trembler les parasols.
l'endroit en vaut la peine. On vient du monde entier pour profiter de ce pédiluve géant. Notre voyage se poursuit dans la région de Réthymone. La Crète est pleine de surprises et de trésors méconnus. Le lac de Kournas est comme une agate posée au cœur des montagnes blanches. C'est l'un des rares lacs d'eau douce de Crète. Il fait 3,5 km de circonférence et sa profondeur maximale est de 22 mètres. L'endroit est surtout fréquenté par les Crétois qui viennent profiter en famille de la fraîcheur de l'eau et de l'atmosphère bon enfant. Le pédalo reste le meilleur moyen de l'explorer. Même si parfois il peut y avoir des embouteillages aux abords du ponton. L'eau est cristalline et l'absence de pollution a permis au lac de conserver intact son écosystème. Ainsi, on peut y observer la très rare tortue diamant terrapin. C'est toujours à regret que l'on quitte le lac de Kournas. La parenthèse enchantée ne dure jamais assez longtemps. La ville de Réthymone s'étend au pied d'une forteresse qui date du XVIIe siècle. Le centre historique est remarquablement préservé. Avec ses ruelles discrètes et fleuries, Réthymone est une ville idéale pour vagabonder et admirer les demeures ottomanes dont les façades en bois ont été restaurées. Chaque coin de rue raconte l'histoire mouvementée de la ville. Comme la fontaine Rimondi, vestige de l'époque vénitienne, le musée archéologique, qui rassemble une collection unique d'objets et de statues antiques, ou les nombreuses inscriptions murales en arabe datant de l'époque ottomane. Sur la place centrale, avec son immense minaret et ses 3 coupoles, se dresse la mosquée Neranze, construite sur l'emplacement d'une église vénitienne. C'est aujourd'hui une salle de concert. Au détour d'une rue, un homme s'active avec une hachette. Il est en train de sculpter la forme d'une lyre dans une pièce de bois. Nous sommes dans l'atelier de la famille Papalexakis, luthier depuis 2 générations. On y fabrique la fameuse lyre crétoise, un instrument à cordes frottées qui trouve son origine à Byzance au Moyen Âge. Pour Nikos, le fils de Georges Papalexakis, la lyre représente l'âme de la Crète. Pour moi, la lyre est un instrument de musique sacrée. On peut dire qu'elle ressemble au violon, puisqu'on l'accorde de la même façon. C'est un instrument à 3 cordes, mais il existe aussi une version à 4 cordes. Les 3 cordes sont accordées en La, en Ré et en Sol, comme le violon. Pour ce qui est de la fabrication, sa caisse est toujours taillée dans un morceau de bois unique qui a cette forme. La face est constituée d'un couvercle et d'une 3e partie en bois, la langue, qui est fixée sur le manche afin d'y poser nos doigts et de jouer. Il faut 100 heures de travail à Nikos pour fabriquer une lyre. Sur le dos, je sculpte un motif traditionnel. Il s'agit d'une magnifique perdrix qui se marie parfaitement à l'instrument. Comme vous pouvez le voir, c'est un travail fantastique.
qui procure de nombreuses sensations et émotions. À mon avis, c'est un ouvrage hors du commun. C'est un travail purement artistique, un travail spirituel. La spiritualité occupe depuis toujours une place très importante dans la vie des Crétois. Le monastère d'Arcadie est situé sur les flancs du mont Ida, à une vingtaine de kilomètres au sud de Réthymone. Si les origines du sanctuaire remontent au 5e siècle, les bâtiments actuels romans et baroques datent de la Renaissance italienne. Au XVIe siècle, Arcadie possédait l'une des bibliothèques les plus richement dotées de Grèce. Mais de cette époque, il ne reste que ce Christ entouré de ses anges et quelques icônes qui furent sauvés des pillards. En 1861, les Turcs attaquèrent le monastère où les villageois de la région avaient trouvé refuge. Les partisans firent exploser une partie des bâtiments plutôt que de se rendre, entraînant de nombreuses victimes chez l'ennemi. Mais cet acte d'héroïsme eut aussi pour conséquence le sacrifice de 846 Crétois, parmi lesquels plus de 500 femmes et enfants. Devenu un sanctuaire national en l'honneur de la résistance crétoise, le monastère a retrouvé sa sérénité. Sous les arcades, quelques cellules monacales sont ouvertes au public. Que ce soit contre les Ottomans ou les occupants nazis, les Crétois sont des résistants dans l'âme et les canyons profonds de la région ont toujours servi de refuge aux partisans. C'est le territoire des vautours fauves, des rapaces qui peuvent mesurer plus de 2,50 m d'envergure. Leur vol majestueux offre un rare spectacle. Les vautours utilisent les courants d'air chaud pour remonter en spirale le long du canyon. En économisant leur énergie, les rapaces peuvent ainsi voler plus de 300 km par jour. Perché sur un éperon rocheux, Maroulas est un petit village traditionnel de style vénitien. Les ruelles forment un dédale où il fait bon se perdre. En descendant le long des ruines d'une ancienne forteresse, on arrive devant une petite maison jaune ornée de drapeaux de prière tibétains. C'est l'atelier de Mariana Funti, une herboriste très connue dans la région. Elle inspecte la récolte du matin. Les herbes crétoises doivent être cueillies à l'aurore. En Crète, la méthode traditionnelle, la phytothérapie, connaît un regain de popularité comme partout ailleurs dans le monde. Et l'île est un jardin botanique riche de centaines de plantes aromatiques aux vertus médicinales. Mariana les connaît toutes. Aujourd'hui, nous avons cueilli du laudanum, appelé en latin Cistus creticus. C'est une plante surprenante par ses propriétés et ses effets dynamisants. Nous l'utilisons pour les problèmes respiratoires. C'est aussi un antibiotique puissant. Nous avons aussi le romarin qui stimule la mémoire et la concentration. Les Grecs anciens l'utilisaient pendant les périodes d'études car elle intensifie la mémoire et la concentration. Mariana n'utilise pas d'alambic pour distiller ses récoltes et fabriquer ses huiles de massage. Ainsi, les principes actifs des plantes sont préservés. Après la cueillette des plantes et des fleurs, nous les déposons dans un bocal rempli d'un liquide à base d'huile.
Dans ce cas précis, il s'agit d'huile d'avocat et de pétales de rose. Avec la chaleur du soleil, dans ce liquide huileux, une distillation progressive se produit. C'est un processus lent qui prend 4 à 8 semaines. Chaque jour, la plante doit être mélangée dans son liquide et ainsi l'aider à délivrer son essence. Dans l'échoppe de Mariana, on trouve toute la pharmacopée ancestrale des Grecs anciens. Un trésor qui, allié au fameux régime crétois, fait de la Crète une île de centenaires. La Crète est une région très particulière qui rayonne par son énergie. Elle transmet cette énergie aux plantes, aux animaux et aux hommes qui l'habitent. Grâce à cette énergie, les hommes y sont joyeux, le cœur ouvert, et les plantes pleines de vitalité. Et elles nous offrent tous leurs bienfaits pour notre santé et l'équilibre de notre organisme. Notre voyage se poursuit en direction d'Héraklion, la capitale de la Crète. Dans le port, le fort de Koulès domine la marina et les bateaux de plaisance. Il a été érigé par les Vénitiens entre le XIIIe et le XVe siècle. Sur le fronton, le lion de Venise est très endommagé, mais l'ensemble du bâtiment est remarquablement conservé. L'origine de l'édifice remonte au IXe siècle. C'était une forteresse construite par le califat de Cordoue en Espagne, alors sous domination arabe. De cette époque, il ne reste que cette petite tour qui fut autrefois un minaret. En fin d'après-midi, les Crétois se retrouvent aux terrasses des restaurants du port. L'occasion de profiter du coucher de soleil en écoutant un air de laouto, une sorte de guitare inspirée du luth arabe, le oud. C'est à Héraklion qu'est enterré l'écrivain philosophe Nikos Kazantzakis, dont le roman Alexis Zorba donna Zorba le grec au cinéma. On lui doit aussi le sulfureux La dernière tentation du Christ, mais aussi La liberté ou la mort, véritable incarnation de l'âme crétoise. Sa tombe discrète est située sur les remparts qui entourent la ville. Au XVIIe siècle, les Vénitiens ont bâti ces fortifications qui résistèrent aux assauts des Ottomans pendant plus de 20 ans. Le centre historique s'étire depuis cette petite place où trône la fontaine Bembo qui date de l'époque vénitienne. On raconte que la statue sans tête ornant le monument possède des pouvoirs magiques. Lorsque le soleil est au zénith, tout le monde cherche à rester à l'ombre. C'est le bon moment pour découvrir le marché couvert avec ses poissonneries et de nombreuses boutiques qui vendent des produits locaux. À l'écart devant une bijouterie, 2 peintres de miniatures sont à l'œuvre. Ils reproduisent les toiles des grands maîtres sur des médaillons de quelques centimètres de circonférence. Un travail de haute précision. Cette porcelaine mesure 2 cm sur 3. J'ai dessiné la scène, le dernier repas du Christ, œuvre de Michel Damaskinos. Il fut l'un des maîtres d'El Greco. J'essaye de reproduire l'œuvre sur cette micrographie. Jusqu'à présent, j'ai travaillé 24 heures, soit 4 journées de 6 heures. Soit 4 jours. Michalis Pavlakis arrive à peindre de minuscules détails sur son médaillon. Une prouesse qui demande des années d'expérience. Regardez, je dessine tout d'abord le personnage principal, autour duquel je vais placer les autres personnages. Ceux qui sont à l'arrière-plan, les 3 visages, 1, 2 et 3.
Regardez, ils sont 3. Et ici, 1, 2 et 3. Et l'ange là, le 4e. Ensuite, j'applique la couleur directement. Je ne dessine plus les contours. J'applique les couleurs au pinceau. Une fois la peinture cuite, elle devient très résistante. Elle ne s'en va pas. Vous voyez? Elle ne s'en va pas, elle résiste à tout. La fontaine au lion marque la fin du marché couvert. Elle a également été construite par la Sérénissime. À l'époque, Héraclion s'appelait Candia et les notables se retrouvaient dans la loggia vénitienne pour gérer les affaires politiques. Le bâtiment est aujourd'hui l'hôtel de ville. Les restaurants sont envahis par les touristes grecs ou étrangers. Au milieu de cette affluence, la pâtisserie Kikop est restée telle qu'elle depuis un siècle. Ici, vous pourrez déguster les fameuses bougatsa arméniennes préparées par Despina. C'est une bougatsa, une pâtisserie traditionnelle que les Arméniens ont apportée avec eux lorsqu'ils sont venus ici. Nous les préparons de manière traditionnelle depuis de nombreuses années, avec une attention toute particulière à la pâte feuilletée, le filo. Il y en a 2 sortes. Une sucrée avec de la crème et l'autre salée avec de la misitra. La misitra fraîche que nous utilisons est un fromage crétois un peu acide. Notre pâte feuilletée est très appréciée. Et c'est sans doute pour cette raison que nous sommes toujours présents. C'est prêt. Un peu à l'écart, une petite rue remonte le long d'un mur aux couleurs vives. Le musée archéologique est tout proche. C'est une étape incontournable pour tous ceux qui visitent la Crète. Le musée a été fondé en 1883 et ses 27 salles exposent des pièces uniques du néolithique à l'époque romaine. Mais c'est la collection minoenne qui est la plus extraordinaire, avec son fameux disque de Phaïstos. Il y a 5000 ans, la Crète possédait la civilisation la plus avancée de son époque, les Minoens. La salle des fresques nous donne un aperçu de leur vie dans la ville labyrinthe de Knossos. Dans les faubourgs d'Héraclion, sur la colline de Képhala, se dresse la capitale de ce peuple hors du commun. C'est un palais qui compte 1300 chambres et qui a été découvert en 1878 par un antiquaire crétois. Mais c'est un archéologue britannique, Arthur Evans, qui, en l'an 1900, va fouiller et restaurer le site et découvrir le royaume du roi Minos. Née à l'âge de bronze, la civilisation minoenne est considérée comme la plus ancienne d'Europe. Elle a dominé la mer Égée pendant des siècles, jusqu'à ce que des éruptions volcaniques précipitent sa chute. Les Minoens avaient développé une société prospère avec une écriture jamais déchiffrée à ce jour, un système d'irrigation complexe et des cités-palais modernes aux rues pavées. Les ruines de Knossos ont été en partie restaurées, comme la salle du trône, dite des Griffons, un animal mythique. Mais l'endroit le plus connu est le portique nord, avec la fresque du Minotaure, ce monstre mi-homme, mi-taureau. C'est à Knossos qu'est née la légende du labyrinthe de Dédale et du fil d'Ariane. La civilisation minoenne et ses mythes
ont durablement influencé les autres peuples antiques, des Babyloniens aux Perses, de la Grèce antique à l'Empire romain. Notre route se poursuit dans le massif du Dicté à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest d'Héraclion. Une région qui offre un paysage très différent du reste de la Crète. Le plateau de Lassithi est posé à 900 mètres d'altitude. Sur 12 km de long et 6 de large, des terres fertiles sont enchâssées dans un cirque montagneux. C'est la vallée des 10 000 moulins. La majorité d'entre eux sont détruits et il n'en reste que quelques centaines qui continuent de tourner depuis plus d'un siècle. Heureusement, un plan de restauration est en cours. Au sud du plateau, perdu dans les montagnes, se niche un lieu sacré pour les Minoens, car c'est là, selon la légende, que la déesse Amalthée a élevé Zeus en le nourrissant avec du lait de chèvre. Lors de sa découverte en 1899, la grotte de Zeus était jonchée de poteries et d'objets de culte en bronze laissés là par les Minoens depuis des millénaires. Dans ce petit bassin où s'élèvent des stalactites, on a retrouvé des figurines humaines, preuve que la grotte fut un lieu fréquenté tout au long de l'Antiquité. Aujourd'hui, on peut y admirer les formations calcaires très impressionnantes. En redescendant vers la côte nord, on traverse Crassi, une petite bourgade tranquille, avec ses rues pavées de pierre et ses maisons typiques. Elle est considérée comme l'un des plus beaux villages de Crète. En début de matinée, Crassi se prépare à l'arrivée des visiteurs. Beaucoup d'étrangers se sont installés ici et ont ouvert de petites échoppes pour promouvoir l'artisanat local. Le village a toujours été prospère, et ce depuis l'Antiquité, car il est entouré par de nombreuses sources. Un aqueduc romain approvisionnait les lavoirs qui existent toujours. En descendant du plateau de Lassithi, la côte découvre le port d'Agios Nikolaos et l'île de Spinalonga. Cette dernière est une forteresse vénitienne construite au XVIe siècle sur les ruines d'une ancienne acropole qui fut l'une des dernières à tenir face à l'envahisseur ottoman. Au début du XXe siècle, Spinalonga servit de lieu d'enfermement des lépreux qui y vécurent en quasi-autarcie jusqu'à la fin des années 50. La visite des maisons qu'ils ont habitées est émouvante. L'île est redevenue sauvage et l'étroit chemin sillonne entre les figuiers de Barbarie et les caroubiers, une espèce endémique qui produit les caroubes, une sorte de fruit marron au goût sucré. C'est le chocolat crétois. La tragédie des lépreux de Spinalonga est racontée dans le best-seller L'île des oubliés de l'anglaise Victoria Hislop, qui s'est vendue à plus de 2 millions d'exemplaires. Abritée des tempêtes, la baie se prolonge vers la luxueuse station balnéaire d'Elunda, avec ses hôtels hors de prix et ses villas de rêve. Plus au sud, le charmant port de plaisance d'Agios Nikolaos est entouré de maisons colorées. La ville est bâtie sur une colline et les ruelles montent par paliers. Le lac Voulismeni est enchâssé dans un cirque rocheux en plein cœur de la ville. Selon la légende, la déesse Athéna s'y serait baignée.
Sur les quais, les Crétois profitent de la fraîcheur du soir. La petite église des pêcheurs du lac a sans doute été construite à l'époque vénitienne, comme le montrent les armoiries gravées sur la porte. Les grottes où était entreposé le matériel de pêche sont devenues des ateliers d'artistes. Le côté est abrite une petite plage de galets bordée de restaurants qui servent du poisson fraîchement pêché. Les montagnes de l'est de la Crète sont particulièrement escarpées. Entre la cité d'Azoria, l'une des plus anciennes villes de l'île, qui date de l'âge de fer, et les gorges vertigineuses de Mezzona, se cache l'un des deux plus beaux anciens oliviers du monde. Il est âgé de plus de 3000 ans. Et son tronc noueux mesure presque 10 mètres de large. Il produit toujours 300 kg d'olives par an et son huile est très recherchée. La Crète est une immense oliveraie et son huile d'olive est exportée dans le monde entier. Au nord d'Agios Nikolaos, une petite ferme conserve un trésor. Une meulière et une presse à huile de 400 kg qui sont toujours en service depuis 140 ans. Il faut toute une famille pour les faire fonctionner. Au rez-de-chaussée se trouve un jeune ouvrier, le plus souvent un des enfants de la famille. Il est accompagné d'un âne. Il tourne autour de la presse. Le jeune ouvrier tire sur la corde afin de laisser tomber les olives qui vont être broyées. Les femmes de la famille ramassent les olives écrasées à la main et les placent dans ces sacs appelés linatsa. C'est le nom de ces sacs en toile de jute qu'ils utilisaient à l'époque et que l'on utilise encore aujourd'hui. Ensuite, deux hommes travaillent sur cette presse à bras. Ils apportent les olives écrasées pour que la première pression ait lieu. Ils saisissent cette barre de bois et la poussent dans ce sens. Lorsque l'on entend ce bruit 2 fois, cela signifie que l'opération de pressage est terminée. Ils tirent ensuite la barre de bois vers l'arrière. Aujourd'hui, la ferme ne produit plus que quelques dizaines de litres par an. Un précieux nectar. C'est de l'huile d'olive extra vierge avec un taux d'acidité de 0,25%. Elle fait partie des meilleures huiles d'olive que l'on peut trouver. Nous partons à la découverte de la côte sud. De la plage de Matala à la forteresse de Frango Castello, elle est restée sauvage et moins développée que la côte nord. Nichée dans une calanque au cœur de la baie de Messara, Matala fut l'une des étapes des hippies sur la route de Katmandou à la fin des années 60. Leur quête de liberté et d'authenticité les attira vers ce petit port de pêcheurs sans eau courante ni électricité. Le village avait l'avantage d'offrir des hébergements gratuits et naturels, les grottes, qui trouent la falaise de calcaire comme une tranche de gruyère. Pendant des siècles, elles avaient été utilisées comme cache d'armes, comme cimetière ou comme léproserie. Les hippies s'y installèrent et il devint rapidement difficile de trouver une grotte encore libre. Matala fut victime de son succès et d'une crise du logement cavernicole. Et en mai 1970, l'armée grecque délogea les 200 derniers irréductibles qui refusaient d'abandonner leurs rêves. Aujourd'hui, les touristes les ont remplacés et Matala est devenue une plage très populaire tout en gardant un côté bohème. Car l'esprit hippie n'a pas totalement disparu.
Chaque année, au mois de juin, un festival réunit des milliers de nostalgiques venus rallumer la flamme du Flower Power. Le sol est recouvert de symboles Peace and Love, comme une bande dessinée qui court à travers les ruelles. Malgré son succès, Matala a su garder sa douceur de vivre. En progressant vers l'ouest, les plages désertes s'enchaînent à perte de vue. Avant-dernière étape de notre voyage à travers la Crète, voici le port isolé d'Agia Galini. Son nom signifie « sérénité sacrée ». Agia Galini est restée paisible et authentique. Depuis le sommet de la colline, les rues descendent en pente douce vers le petit centre historique qui date du 19e siècle. Il y règne une atmosphère bon enfant. Les terrasses des restaurants convergent toutes vers le port de plaisance. Il est dominé par une acropole. C'est un monument récent qui célèbre le lieu de la naissance d'Icare selon la tradition crétoise. En Crète, la mythologie et la culture sont indissociables. Elles inspirent depuis toujours les artisans. Singlais Theodorakis est l'héritier d'une longue tradition d'orfèvrerie et pour trouver son inspiration, il lui suffit de puiser dans l'extraordinaire patrimoine culturel de son île. Comme avec cette reproduction fidèle d'un chef-d'œuvre de la civilisation minoenne. C'est le disque de Phaistos. Il est en argent pur à 92%. Le disque a été découvert à Phaistos en argile cuite. Il fait cette taille. Des hiéroglyphes minoens sont gravés sur ses deux faces. Je m'inspire beaucoup de l'époque minoenne. Par exemple, les dauphins. Le dauphin était un porte-bonheur pour les Minoens. Nous nous inspirons toujours de l'époque minoenne et byzantine. C'est aussi ce qui plaît aux touristes, car c'est le symbole d'une culture et d'une esthétique. Pour créer ces bijoux, Singlais a aussi une autre source d'inspiration. J'ai aussi une autre passion, la musique. Je joue du luth, de la mandoline, du galdoulka et de la guitare. Ils sont mes meilleurs amis. Grâce à la musique, à mon travail, je participe, je communique avec l'univers. C'est comme une quête. Enfin, j'essaye. En Crète, l'Église orthodoxe est propriétaire de vastes terres agricoles. Les moines vivent en autarcie. Le monastère de Prévéli en est le parfait exemple. Il y a un poulailler et même des animaux d'apparat comme les paons et des biches. La petite église de style byzantin a été édifiée entre le XIIe et le XVIe siècle. Elle renferme des icônes précieuses très rares, mais il est interdit de filmer et les moines veillent à faire respecter la règle. Le monastère descend doucement en terrasse. Au-dessus, les cellules des moines. Au niveau inférieur, il y a une fontaine en pierre datée de 1701, dont l'eau est censée purifier les âmes de leurs péchés. La visite du monastère est une pause rafraîchissante avant de découvrir la plage des Palmiers. Une langue de sable fin protège l'estuaire d'une rivière qui remonte le long d'un profond canyon.
elle est bordée de longues palmeraies qui s'étirent le long de ses rives. On se croirait dans la vallée du Jourdain ou au bord du Nil. Le dépaysement est total. La langue de sable de Triopetra est ornée de 3 petits phalioni, des îlots rocheux qui en gardent l'entrée. C'est une étape immanquable de la côte sud. L'une des plus belles plages de Crète. Et malgré son succès croissant, elle reste encore quasiment déserte car elle est difficile d'accès. Il n'y a que quelques rangées de parasols et des kilomètres de sable vierge. La beauté sauvage de cet endroit est célébrée depuis l'Antiquité. Selon la mythologie crétoise, c'est le lieu de naissance du dieu Apollon et de la déesse Artémis. La région est devenue un lieu très recherché pour les retraites de yoga. Les vagues sont douces, car la plage est épargnée du sirocco, un vent chaud et sec qui arrive de Libye. Quelques restaurants servent des plats traditionnels, telle la taverne d'Afotiki, qui est l'une des bonnes tables de la région. Antonis et sa femme ne cuisinent que des produits frais. Aujourd'hui, nous préparons du poulpe au vin. Ce sont des bébés poulpes cuisinés avec une sauce au vin et aux oignons. Dans le four, nous avons du poulet au citron avec des légumes et des pommes de terre. Ce sont nos poulets que nous élevons au village. Nous allons préparer les tomates farcies, les yemitsa. Nous faisons notre farce. Nous allons cuisiner les fleurs de courgettes qui viennent de notre jardin. Les fleurs de courgettes farcies sont exceptionnelles. Elles doivent être cueillies le matin, de bonne heure, lorsque les fleurs s'ouvrent, et il faut les préparer sans attendre. Car plus la journée avance, plus la chaleur est forte. Et la fleur va se refermer et elle ne sera plus utilisable. Elle doit être cueillie de bon matin. On parle beaucoup du mystérieux régime crétois qui rend centenaire. Pour Antonis, la clé de la longévité, c'est de manger équilibré et de ne cuisiner que des produits locaux. Un double banc de sable et une forteresse vénitienne abandonnée. Pas de doute, vous êtes arrivé à Frango Castello. Le magnifique château fort date du XIVe siècle. Ses imposantes murailles lui donnent un air austère qui tranche avec l'atmosphère bucolique des plages qui s'étalent à ses pieds. Elles sont paisibles et abritées du vent. De petites oasis naturelles qui échappent encore au flot des touristes. C'est l'endroit idéal pour se relaxer en passant une journée hors du temps. Le port de Frango Castello est minuscule. Les pêcheurs y posent des nasses à poissons. Sur le quai, un restaurant sert une excellente cuisine. De quoi prendre des forces avant d'affronter le canyon de Imbros, situé à une vingtaine de kilomètres à l'intérieur des terres. Ces gorges impressionnantes coupent sur 8 km à travers le massif des Montagnes Blanches en y creusant un étroit sillon. Au plus profond du canyon, les falaises sont hautes de 300 mètres.
et le passage ne fait que quelques mètres de large. C'est un ancien chemin muletier qui fut longtemps l'unique route entre Lacanais et la côte sud. Aujourd'hui, il est surtout fréquenté par des chèvres qui vivent à l'état quasi sauvage et quelques randonneurs courageux. Le clou de la visite est un impressionnant arc de pierre, le Xepitira. La délivrance est proche. La plage n'est jamais très loin. Farouche mais accueillante, la crête rayonne d'une énergie positive unique. C'est l'un des derniers paradis sauvages d'Europe du Sud et qui a également su préserver son art de vivre ancestral. Elle offre la découverte d'une civilisation qui a bouleversé le monde antique, ainsi que celle d'un peuple irréductible. Il souffle depuis toujours un vent de liberté sur cette île, berceau de la Méditerranée.